Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous allons encore faire le tour des faits et en marquer l'actualité politique de la semaine. Au menu donc de ce numéro, nous allons parler du parrainage encore une fois. Le prétexte, c'est tout simplement la décision du Conseil constitutionnel. Les 7 sages, donc, suite au recours donc, déposé par le Front de l'opposition, les 7 sages du Conseil ont tout simplement dit qu'ils étaient incompétents pour invalider cette loi, comme le demandait donc l'opposition. Alors, ce qui, comme d'habitude, l'opinion, en tout cas, n'est pas un peu, en tout cas, surprise, parce que comme ils le disent, ce Conseil constitutionnel est toujours là pour dire qu'il était incompétent quand il s'agit des décisions, en tout cas, sur tous les recours en matière électorale. Nous allons aussi parler des ressources pétrolières, et là, c'est pour évoquer l'appel au dialogue qui a été lancé par le chef de l'État la semaine dernière. Malheureusement, cet appel semble être tombé dans l'oreille de sourds, puisque beaucoup de membres de l'opposition ont tout simplement dit qu'il était trop tard de dialoguer et qu'il n'était pas question d'aller répondre donc à ce qu'ils appellent une farce selon l'opposition. Pour évoquer ces thèmes, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau 2 hommes politiques. L'un, c'est M. Mamadou Moustapha Sorna, il est membre de la CCR de Kaolack. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Avec vous sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir Mme Maïmouna Bousso. Elle est le leader du mouvement Khalas, membre aussi du Front de l'opposition. Mme Bousso, bonsoir. Bonsoir, Georges. Alors, je commence par vous, Mme Bousso. Est-ce que vous êtes surprise de la décision du Conseil constitutionnel? On va pas dire qu'on est surpris. Hein. Tout le monde sait que c'est sans surprise qu'on a reçu cette nouvelle. Peut-être quelque part, on avait osé espérer, comme toujours il est d'habitude pour l'opposition, d'espérer toujours un sursaut de nos magistrats. Quand on a déposé ce recours, on l'a argumenté. On attendait que le Conseil constitutionnel, pour une fois, ose quand même aller jusqu'au bout et prendre ses responsabilités historiques de motiver sa décision. Tout le monde le sait que ça fait des années maintenant que quand on parle de Conseil constitutionnel, les gens vous disent pourquoi même aller déposer un recours, ça ne sert à rien, ce recours va aboutir à rien du tout. Mais nous espérions que notre justice quand même allait avoir ce regain de sursaut que tout le monde attend, que les populations sénégalaises attendent, parce qu'il est quand même inadmissible de voir en 2018 un Conseil constitutionnel toujours systématiquement se déclarer incompétent quand il s'agit des recours de l'opposition. On a vu tous les recours qui se sont passés dès que ça vient du chef de l'État concernant évidemment les élections législatives. On a vu ce qui s'est passé. À une semaine des élections législatives, le Conseil constitutionnel s'est vu saisi d'une demande et à 3 jours... Et ils étaient compétents. Voilà, à 3 jours des élections, le Conseil constitutionnel s'est déclaré compétent et a même violé la loi électorale en décidant de tout simplement permettre aux citoyens sénégalais d'aller voter avec des récépissés, des permis de conduire, des ordres de mission et toutes sortes de documents, comme on a vu ce qui s'est passé pendant les élections. Donc on ne peut pas quand même être dans un pays où systématiquement, quand c'est un recours présenté par le chef de l'État et sa mouvance, le Conseil constitutionnel est compétent. Mais dès qu'il s'agit de l'opposition, on nous met sur la table incompétence. Il est quand même question aujourd'hui de se demander l'utilité de ce Conseil constitutionnel et pourquoi pas d'aller tout simplement vers une Cour constitutionnelle qui pourra quand même être compétent à parler des lois. Parce qu'il faut savoir que le Conseil constitutionnel, c'est la dernière instance de juridiction de notre pays. Quand on quitte le Conseil constitutionnel au niveau national, on n'a plus de recours. Il n'y a pas une seule instance au-dessus du Conseil constitutionnel. Donc quand on amène des recours au niveau du Conseil constitutionnel, je crois que c'est avec courage et lucidité que ces décisions doivent être analysées. Pas tout simplement de façon arbitraire et de façon systématique, on va dire, et comme ça, comme vous l'avez vu, aucun Sénégalais n'est surpris de cette décision-là. Et c'est tout simplement dommage. On trouve que quand même, il était temps au moins d'apaiser les tensions et de montrer que l'opposition est trop revancharde, comme on dit, et que nous ne faisons que critiquer le président, mais que la justice est là. Ils avaient l'opportunité vraiment de montrer que la justice au Sénégal, elle est bien réelle, elle est bien existante, et de redonner vraiment aux populations sénégalaises cet amour et cette confiance en notre justice. Et aujourd'hui, avec cette décision, nous continuons dans cette série de désillusions, dans cet épisode, on va dire, systématiquement de dire que l'opposition n'a pas de droit et que tous les droits sont admis au camp présidentiel. Alors, M. Mamadou Moustapha, est-ce que vous êtes surpris de cette décision rendue par le Conseil constitutionnel qui se dit incompétent de juger cette loi? Merci, Georges.
Surpris, je ne m'attendais pas à autre chose que la décision qui est prise par le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que les 7 charges sont là pour valider, dans une certaine mesure, les procédures juridiques et mettre ça en rapport avec notre Constitution. Est-ce que ce qui a été fait respecte la Constitution du Sénégal? Donc nous, on ne peut pas être surpris parce que dans toute la procédure, la Constitution a été respectée. Donc le président de la République est gardien de la Constitution. Donc c'est le premier à avoir ce souci du respect de notre Constitution. Bon, ce qui est bizarre, c'est que on voudrait, dans une certaine mesure, l'opposition veut instrumentaliser le Conseil constitutionnel. Comment ça? Ce que l'opposition reproche au régime, c'est elle qui est en train de faire ça. C'est-à-dire vouloir coûte que coûte que le Conseil constitutionnel tranche en leur faveur. Moi, je pense qu'il faut laisser ceux qui ont les prérogatives de prendre les décisions ou bien de se prononcer sur une question. Il faut leur laisser la liberté de dire, de se prononcer librement, mais pas forcément qu'ils veulent se prononcer en faveur, disons, de la suppression de cette loi. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils attendaient. Oui, mais est-ce que ça n'en fait pas quand même trop à chaque fois de se déclarer incompétent sur des sujets comme ça, des questions électorales? Non, vous savez, en matière juridique, il n'y a pas à chaque fois. C'est-à-dire que ce sont des textes, c'est la Constitution. Si le Conseil constitutionnel était compétent pour prendre une décision, il allait le faire. Compétent, je ne vois pas pourquoi vous voulez qu'il soit forcément compétent. Sur les questions sur lesquelles on interpelle le Conseil constitutionnel, mais en toute quiétude et en toute franchise, le Conseil constitutionnel déclare qu'il n'est pas compétent d'abroger une loi qui est votée au niveau de l'Assemblée nationale. Et une loi qui a respecté toutes les procédures. Légales de notre juridiction. Même quand elle a été votée à l'Assemblée, dans un contexte sans débat? Vous savez, l'opposition trouve toujours des prétextes. Déjà, ils ont boycotté le vote de la loi. Moi, je trouve contradictoire. Après, ils reviennent pour faire des recours. Ils n'ont même pas... Ils ne sont pas restés au niveau de l'hémicycle pour voter, en fait, pour s'opposer. C'est-à-dire, l'instance la plus solennelle de notre pays, vous boycottez cette instance. Après, vous faites un recours au niveau du Conseil constitutionnel qui prend une décision, vous dites, voilà, donc on ne comprend pas. Je pense qu'il faudrait que l'on soit républicain jusqu'aux os. C'est-à-dire que l'on accepte, quand on est dans un cadre démocratique, que l'on accepte les règles du jeu. Mais en boycottant l'Assemblée nationale, je pense qu'ils auraient pu s'en tenir là. Mais après faire des recours, pourquoi? J'aurais pu rester. Faire des recours, pourquoi? Donc, voilà. Madame Bousso, là, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous ne faites pas d'illusions. Donc, pourquoi vous êtes allé alors au Conseil constitutionnel tout en sachant qu'à l'avance, que là, le recours n'allait pas aboutir? On ne peut pas dire qu'on le savait à l'avance. On va dire qu'on fait ce que la loi nous autorise à faire. Je voudrais dire à mon co-débatteur qu'il est inadmissible, juste parce qu'on a appelé son parti Alliance pour la République, d'appeler tout le monde à devenir des républicains, avoir une pensée unique, d'être dans le même sillon. Dans ce pays, il y a ce qu'on appelle la Constitution, qui est la charte de notre pays, qui est la charte qui régit le fonctionnement de notre État. Dans cette charte-là, dans son article 58, on permet à l'opposition de s'opposer, on permet à l'opposition de s'unir dans une association, de s'unir en parti politique et d'essayer d'accéder au pouvoir. Vous-même, vous venez de le dire, on ne peut pas accepter que le président Macky Sall, en 2016, ait fait un référendum avec 15 points qui a fait tout ce bruit autour dans ce pays-là, avec tout cet argent dépensé, et revenir modifier le code électoral, modifier la Constitution avec cette loi sur le parrainage sans débat.
rien que pour cela, le Conseil constitutionnel aurait dû quand même annuler cette loi. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'opposition n'a pas posé de débat sur la constitutionnalité de la loi ou pas. La requête que le Front a déposée, c'est une requête d'annulation. Parce que nous jugeons nécessaire quand même que réviser la Constitution, on ne peut pas le faire sans débat. Je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit qu'on a boycotté. Les députés sont restés à l'Assemblée jusqu'à 19h. Je crois que les débats ont même démarré et que les échanges ils étaient sur les questions préjudicielles. Et que c'est à un moment donné, le député Moustapha Cissé Lo, qui aujourd'hui est en bisbille avec eux, qui a tout simplement proposé que le vote de cette loi se fasse sans débat et les autres ont accepté. À partir du moment où des députés qui ont mandat élu du peuple vont à l'hémicycle pour défendre le peuple et qu'on leur dit « vous devez défendre ce peuple sans aucun débat », je ne vois pas très cher qu'est-ce que ces députés vont rester à faire dans cette assemblée-là. Au départ, il était convenu que les débats devaient se poser et c'est bien en pensant, en ayant peur que, vu le timing qui était donné à tous les députés de l'opposition et le nombre de questions posées, que ces débats allaient dépasser minuit, qu'ils ont eu peur et soi-disant même que c'est le président Macky Sall qui aurait téléphoné de lui-même pour demander qu'ils aillent au vote sans débat. Et c'est ce qui a été fait. Donc les députés de l'opposition ont fait leur rôle pleinement, ils ne pouvaient pas faire plus. Par contre, on ne peut pas être dans un pays où on a un conseil constitutionnel qui dit toujours seulement être là pour valider des candidatures, pour valider des résultats, que ce soit des résultats provisoires ou définitifs. Il est quand même alarmant de se demander à quoi sert ce conseil constitutionnel. Si c'est juste le prolongement des décisions de l'État, on a vu ce qui s'est passé en 2016. Le président de la République, au lieu de diminuer son mandat, il a seulement demandé l'avis du Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel allait plus loin. Plus loin, un avis est devenu une décision qui aujourd'hui fait qu'au lieu que ce pouvoir soit terminé, on est en train d'attendre 2019, alors que là, on devait tout simplement être dans une autre phase. Pas aussi systématiquement, on a vu ce qui s'est passé en 2016 toujours, avec la requête de l'opposition des Aïdem Mbodj et des autres, quand au niveau de l'Assemblée nationale, on a violé la loi sur le nombre de députés pour faire un groupe parlementaire. Là, le Conseil constitutionnel se permet de rentrer dans le jeu et de donner son avis et même de débouter l'opposition. Mais quand il s'agit d'une loi qui n'arrange pas la majorité, on nous dit que le Conseil constitutionnel est incompétent. C'est systématique. C'est systématique. Il ne s'agit pas de loi, il s'agit tout simplement d'une cour qui est là, qui a tendance à vouloir amener notre pays dans un tourbillon parce que tout simplement, il n'y a plus de confiance dans cette cour. Il n'y a pas de confiance dans cette cour. Ce n'est pas parce qu'on le dit, parce qu'on est de l'opposition, c'est parce que ce sont les actes qui sont posés. Quand on voit un conseil constitutionnel avec des magistrats qui acceptent de vivre et de faire vivre à leurs collègues de l'arbitraire, qui se voient augmenter leur année de retraite, 6 magistrats sur je ne sais pas combien d'autres, sur 180 magistrats, il n'y a qu'eux qui sont à 65 ans. Et ils acceptent et ils ne disent rien. Des magistrats qui sont choisis par le chef de l'État. On voit des collègues comme le juge Ousmane Dème qui sort, qui tape sur la table, qui demande que ses collègues se ressaisissent. Et après, on le taxe de politicien. Ce n'est pas parce qu'on est politicien qu'on n'est pas sénégalais. Mais vous saviez quand même que vous ne pouviez pas, que le Conseil constitutionnel ne pouvait pas quand même annuler une loi constitutionnelle. Et ça, Maître Madi Kenya l'avait précisé le jour du vote. Il pouvait très bien annuler cette loi parce que la façon dont cette loi a été adoptée viole la Constitution. Oui, c'est maintenant la façon. Justement, voilà, la façon, parce que nous, on parle de l'annulation de la loi sur le parrainage. Parce qu'une loi apportée à l'Assemblée nationale, votée sans débat, une loi, comme je vous ai dit, qui dans la Constitution même viole les droits de l'opposition, parce que dans cette loi-là, nous allons vers un terrorisme politique extraordinaire, parce que nous allons vers un espace où le chef de l'État choisit ses adversaires, où le chef de l'État dit maintenant, il n'est plus important d'avoir de partis politiques, où maintenant on veut mettre sur le même piédestal un parti politique qui participe à l'action citoyenne, à l'éducation des citoyens, qui participe à la démocratie, on veut mettre ce parti politique sur le même piédestal qu'un citoyen indépendant qui vient à la dernière minute pour essayer d'être chef de l'État. C'est inadmissible, la Constitution ne le dit pas. Dans le préambule de la Constitution, il est autorisé aux partis politiques de se constituer en association. Il n'est pas dit dans cette constitution-là que les partis politiques doivent avoir
des signatures. C'est donc là que intervient la violation sur la Constitution. Et donc le Conseil constitutionnel est l'organe la plus adéquate pour attester de cette violation-là. Mais malheureusement, ils ont fait comme à leur habitude, ils sont passés à côté et on va dire qu'ils ont l'habitude, dès qu'on s'approche d'élections, que ce soit en 2012, que ce soit maintenant, de toujours ne pas se mettre du côté du peuple et de donner des décisions qui peuvent quand même amener des perturbations dans notre pays. C'est pour ça que maintenant, nous en appelons tout simplement au patriotisme, à ce que les citoyens se prononcent et essayent de voir, parce que ce Conseil constitutionnel-là, qui se déclare incompétent, qu'en sera-t-il demain pour les candidatures? Qu'en sera-t-il pour les parrainages? Qu'en sera-t-il pour les signatures? C'est ce même Conseil constitutionnel qui devrait tout simplement collecter ou valider ou invalider ces candidatures-là. Donc, dans quoi nous nous embarquons? Nous nous embarquons vers une cour qui est là aux ordres, une cour qui obéit, une cour qui est impartiale, une cour qui n'est pas impartiale, une cour qui ne donne des avis que d'un côté. L'autre côté est systématiquement ignoré. Et si on continue comme ça, moi j'ai très peur pour les élections futures de ce pays. Alors, M. Moustapha, il y a certains qui disent qu'il ne s'agit même pas d'une incompétence, mais d'un déni de justice. Déni de justice, je ne pense pas. Je pense qu'il faut revenir en arrière, un peu en arrière, c'est-à-dire pour comprendre un peu la décision du Conseil constitutionnel. La loi sur le parrainage permet de mieux organiser les élections dans notre pays. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que c'est une loi qui favorise ou bien qui défavorise un tel ou un autre. Je pense que c'est une loi par rapport à l'expérience des élections législatives. Si on continue par rapport à la situation actuelle, l'évolution actuelle du nombre de partis politiques et aussi de l'organisation des élections dans notre pays, on risque d'avoir des problèmes. Et je pense que ça s'est passé lors des élections législatives. Donc dans l'esprit même de cette loi, le souci principal, c'est de mieux organiser les élections dans notre pays, ce qui est une sorte de gage pour notre démocratie. Donc le président de la République a cette responsabilité d'organiser les élections dans le pays, dans notre pays. Mais vous pensez qu'on pourrait atteindre quand même une quarantaine de candidats à la présidentielle? On n'avait jamais imaginé lors des élections locales passées qu'on aurait 2700 listes. Les élections législatives passées, on s'est retrouvé avec 47 listes. Et je pense que c'est l'opposition qui disait un peu partout que voilà, les élections étaient mal organisées à cause d'un certain nombre de contraintes liées à des candidatures dont on ne savait pas d'où elles venaient. Donc la responsabilité de l'État, c'est de permettre à chaque citoyen d'aller voter correctement. Mais si on laisse 50 candidatures présidentielles, imaginez le temps que mettrait un électeur pour aller dans l'urne. Et cela empêcherait les millions de Sénégalais qui attendent pour voter. Et cela compromettrait le vote. Je pense que c'est plus un souci d'organiser le vote que d'empêcher un opposant de se présenter à l'élection présidentielle. Et je pense que l'opposition, c'est-à-dire les plus en vue au niveau de l'opposition, en principe, ne doivent pas avoir de soucis pour rassembler ces 65 000 ou 70 000 signatures. Je pense qu'ils ont transféré le débat pour un peu au niveau de cette loi, pour un peu, disons, manipuler les populations. Si je oui, mais l'opposition, en fait, le problème, l'opposition ne pose pas le problème en termes de signatures, de 65, 60 000 autres, mais c'est la procédure qui a été empruntée pour en arriver là. Dans la procédure, il n'y a que l'étape l'étape du débat qui a été, dans une certaine mesure, sautée. Mais je pense qu'on a tous suivi
et ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Oui, mais avant cela, il y avait une commission de concertation autour du processus électoral. Voilà. Mais pendant toute cette période, en tout cas, l'opposition qui était représentée a toujours dit non, il ne fallait pas adopter, il ne fallait même pas parler de ça. Non, mais l'opposition a le droit de dire qu'il ne faut pas adopter, mais qui a la majorité? Je pense que si on revient à la République, ce n'est pas dicter sa loi. La République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je pense que le peuple a choisi une coalition, une mouvance majoritaire à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut respecter ce choix du peuple. L'opposition, sachant qu'ils peuvent en aucune façon empêcher que cette loi passe, trouve des superficies pour leurrer les populations. Et je pense qu'ils avaient même prédit un 23 juin bis. Mais ce qui s'est passé, le peuple sénégalais est assez mûr actuellement. Maintenant, ils transfèrent le débat à un niveau plutôt technique. Parce que les prérogatives du Conseil constitutionnel, je pense qu'on ne peut pas expliquer ça de façon simple à une personne lambda, à la majorité des Sénégalais. Oui, mais on a entendu le professeur en droit quand même, Mme Amsatou Sidibé, dire qu'il s'agit d'un délit de justice et non d'incompétence. Non, je ne pense pas. Je pense que le Conseil constitutionnel n'a pas pris une décision. Il ne s'est pas prononcé sur cette question. Parce que ses attributions ne lui permettent pas de se prononcer sur cette question. Pourtant, on l'a vu être compétent quand il s'est agi de, je ne sais pas, de recourir à des permis de conduire pour aller voter. Mais je pense que c'est des sages. Je pense qu'en toute sincérité, 47 listes, c'était impossible. Et je pense que là, n'a aucune façon entaché le vote lors des élections législatives. Ça a permis même à des milliers de Sénégalais de voter de façon convenablement. Mais penser que le Conseil constitutionnel est là au service du président de la République, c'est mal connaître l'architecture de notre État. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif. Madame Boussa a dit que parfois quand le Conseil se déclare compétent, c'est quand la requête vient du pouvoir. Mais quand c'est une requête qui vient de l'opposition, le Conseil est incompétent. Non, je ne le pense pas. Très sincèrement, je ne pense pas que on prend des cas, des situations, et on peut en déduire qu'à chaque fois, il y a eu des fois où le Conseil constitutionnel a tranché en faveur de l'opposition. Ah bon. Il y a eu des fois où le Conseil constitutionnel a donné raison à l'opposition. Pourrait-on avoir un exemple? Je pense que, non, il y a eu des cas, je pense que... Un seul exemple, ça allait nous je pense que le Conseil constitutionnel lit le droit. C'est-à-dire que quand on rend une justice, on ne le rend pas par ses convictions ou par ses principes. Il y a une constitution qui est écrite et le Conseil constitutionnel lit cette constitution dit ce que la constitution dit. Il y a eu des fois, madame, où le Conseil constitutionnel a tranché en faveur de l'opposition. C'était quand ça? Je ne peux pas m'en souvenir. C'était voilà, inexistant. Tout à fait. Mais est-il toujours que ce n'est pas une décision en faveur du pouvoir. C'est une décision en faveur de la démocratie sénégalaise. Parce que cette loi permet à la démocratie sénégalaise d'être mieux. C'est-à-dire de fonctionner de façon beaucoup plus correcte. Parce que là, il n'entre pas dans... Mais le débat, on a eu un mois de débat. Tous ceux qui voulaient aller au niveau de l'hémicycle pour dire quelque chose, ils l'ont dit à travers la presse. À quoi bon? Mais c'est pas la presse. Symboliquement dire ça au niveau de l'hémicycle. Et bon, vous avez évoqué tout à l'heure les circonstances. J'ai passé toute une nuit à dire les choses qu'on a déjà dites, en sachant qu'à la fin, on va voter la loi. C'est quoi, à quoi bon? Je pense que l'opposition doit être un peu conséquente avec elle-même. Essayer de poser les vrais débats. Ça, c'est un non-débat, moi, à mon sens. Le vrai débat, c'est comment faire pour que la démocratie soit renforcée dans notre pays. Ils ne peuvent pas me dire que cette loi favorise le camp présidentiel.
Ah oui, en quoi? Oui, mais parce qu'ils disent que ça permet au chef d'État d'avoir en tout cas une large mais nous, on n'est pas, de pouvoir sélectionner ses candidats, ses adversaires à la présidentielle. On n'est pas à 65 000 ou 70 000, nous on est à 1 million de signatures au minimum pour montrer que le peuple a choisi le président Macky Sall. Nous, on est dans ça. On n'est pas dans 50 000, 60 000 signatures. Nous, on est à 1 million, voire plus. Vous voyez, la démocratie, c'est la représentativité. Parce que vous êtes au pouvoir. Non, je sais pas parce qu'on est au pouvoir, moi je ne suis pas dans le pouvoir. Nous sommes des acteurs politiques. Nous évoluons dans un champ politique. Le discours qu'on sert aux populations accroche les populations. Ce que je conseillerais à l'opposition, c'est de trouver des solutions alternatives aux problèmes du pays. Mais ce débat-là est mis de côté. On nous amène des débats impossibles à gérer. Les questions juridiques, c'est des questions... tu peux avoir 4 avis, 5 avis de spécialistes, de professeurs sur une seule question. Et madame ne me démentira pas, les questions juridiques sont des questions très complexes. On peut dire la vérité ou bien ne pas dire la vérité tout en ayant des arguments convaincants. C'est la nature de la justice. Mais est-il toujours que est-ce que le Conseil constitutionnel a respecté la loi fondamentale? C'est ça la question qu'on doit se poser. Elle l'a respectée selon vous? Elle l'a très bien respectée parce que, jugeant que ce n'est pas dans ses attributions d'annuler une loi votée au niveau de l'Assemblée nationale, qui est la représentation populaire, il ne faut pas oublier que l'Assemblée nationale est l'émanation du peuple. De la même manière, une majorité qui est là et une opposition minoritaire qui est là, mais c'est ça le peuple. C'est ce que le peuple sénégalais a décidé. Jusqu'au jour où le peuple sénégalais décide autre chose. Mais ça, il faut respecter ça fondamentalement. Avec les élections législatives passées, on a vu ce Conseil constitutionnel-là alors prendre une décision aussi qui est inscrite dans la Constitution, c'est-à-dire demander aux Sénégalais de voter avec autre chose qu'une pièce d'identité. Est-ce que ça, c'est pas ça, c'est aussi entre guillemets violer la Constitution? Mais la pièce d'identité, c'est quoi? Ça permet d'identifier l'individu. Le passeport, c'est quoi? Ça permet d'identifier l'individu. Oui, mais le permis de conduire, c'est quoi? La Constitution ne dit pas que l'électeur doit voter avec un permis de conduire. Non, une pièce d'identification nationale. Quand on dit pièce d'identification nationale, moi, je vais à la banque avec mon passeport. Je peux prendre un chèque avec mon passeport, avec ma carte d'identité, avec mon permis de conduire. Je pense que nous sommes tous Sénégalais. Nous avons l'habitude des institutions. Et quand on ne vous demande pas votre pièce d'identité, mais on vous demande votre passeport, votre permis de conduire. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la pièce en tant que telle. Ce que la pièce permet d'identifier chez l'individu. Le nom, le prénom, le visage, etc. Et les empreintes digitales et tous ces éléments se trouvent dans ces différentes pièces. Et c'est en sachant cela que le Conseil constitutionnel a autorisé qu'on prenne ces pièces pour voter. Vous voyez un peu. D'accord. Donc, oui, je reviendrai vers vous. Alors, Madame Bousso, là, l'opposition a décidé de porter le combat au niveau des juridictions supranationales, c'est-à-dire au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine, quelque chose comme ça. Est-ce que là, vous pensez véritablement pouvoir obtenir gain de cause? Vous savez, je ne pense même pas que ce soit de la mauvaise foi, avec tout le respect que je dois à mon co-débatteur, mais quelque part, c'est vraiment un peu risible d'être là à essayer toujours de justifier ou de défendre l'indéfendable. On ne peut pas, juste parce qu'une situation nous est favorable ou défavorable, changer ses positions et s'adapter en fonction de la situation. Le Conseil constitutionnel s'est permis de donner son avis par rapport à la loi votée le 2 janvier 2017, la loi qui modifiait le code électoral. Le 24 juillet, quand ce même Conseil constitutionnel s'est vu saisi pour donner son avis et permettre au président de la République de faire voter ces militants de la bourse sociale et du CEMU nouvellement inscrits qui n'avaient pas encore de pièce d'identité, le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Alors qu'on ne vienne pas nous dire le Conseil constitutionnel ne peut pas parler de loi qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Les Sénégalais ne sont pas dupes. Ça s'est passé il n'y a même pas un an. C'est tout frais, les gens savent ce qui se passe. Nous n'avons pas besoin ici
d'essayer de convaincre les Sénégalais qu'il y a 1 million d'électeurs ou pas. Si le président Macky Sall était sûr d'avoir 1 million de Sénégalais avec lui, il n'allait pas modifier la Constitution et y mettre cette histoire de parrainage. Parce que lui-même, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne sait même pas comment ce parrainage doit être appliqué. Aucune modalité, il est en train d'essayer de trouver une opposition complice pour faire des concertations, pour essayer de trouver les modalités, parce qu'on est quand même à 8 mois des élections, les délais sont courts, le corps électoral est appelé. Il ne s'agit pas de dire que l'opposition doit mener des combats parce qu'elle est sûre de gagner. L'opposition mène des combats de principe. C'est extrêmement grave que mon co-débatteur dise les grands partis de l'opposition peuvent avoir des signatures. Le combat que nous menons, nous ne le menons pas pour nos personnes, ou pour nos partis, ou pour nos organisations. Nous le menons pour le peuple. S'il doit y avoir 100 candidatures à la présidentielle, 100 candidatures doivent être acceptées. Tous les Sénégalais sont égaux devant la loi et devant cette nation. Tous les Sénégalais ont le droit de dire qu'ils veulent être présidents à partir du moment où ils s'acquittent avec la loi électorale, avec le code électoral. C'est ça la règle. On ne peut pas, si on met le code électoral à côté et qu'après on se permet de changer en disant les dépenses sont nombreuses, 47 listes législatives. Vous voulez nous dire que s'il y a 50 candidatures, c'est grave. Mais pourquoi? Il y a 15 millions de Sénégalais. Pourquoi il doit y avoir seulement 10 candidats à la présidentielle de ces 15 millions de Sénégalais? Est-ce que les autres Sénégalais qui sont dans leur maison n'ont pas le droit de se réveiller et de dire qu'ils veulent être candidats à la présidentielle? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas un argument sérieux. On peut nous dire, pour renforcer la démocratie, pour essayer de voir pour demain comment on peut assainir l'espace politique, on peut en discuter. Ils se permettent même sur les plateaux télé de leurrer les Sénégalais et de dire c'est l'opposition qui a proposé le parrainage, qui est d'accord, qui a été aux concertations. Je dis ici que c'est faux. Notre organisation a fait partie des concertations. Nous avons accepté d'aller aux concertations, mais nous avons finalement cette opposition qui a boycotté, puisque au finish, nous avons vu que c'était juste pour faire valoir des décisions déjà prises en amont. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas parce qu'on a élu des gens pour 5 ans ou pour 7 ans qu'il faut laisser ces gens-là amener le pays à la dérive, modifier la Constitution, modifier les lois, faire ce qu'ils veulent, puis après qu'on revienne et qu'on rebâtisse. Non, notre rôle en tant qu'opposants, c'est tout simplement de contrôler, c'est de veiller. Nous irons à l'Union africaine, nous irons à la Cour de la CEDEAO, parce qu'il est de notre rôle, parce que le Conseil constitutionnel connaît des lois sur la constitutionnalité des lois de la CEDEAO. Et le Conseil constitutionnel a violé les traités de la CEDEAO en acceptant à 3 jours des élections de modifier la loi électorale. Puisque la CEDEAO dit 6 mois avant, il ne faut toucher à rien. Mais on n'est pas à 6 mois des élections. Hein. Oui, on n'est pas à 6 mois, mais nous allons aller, je voulais juste vous donner un exemple que le Conseil constitutionnel n'est pas un organe, même s'il est indépendant dans le Sénégal, il n'est pas un organe à part dans le monde. On fait partie d'un pays, on fait partie d'un continent, on fait partie d'associations, on a signé des traités. Donc si dans notre pays, nous n'avons pas ce que nous voulons, nous sommes obligés d'aller au-delà de nos frontières et réclamer une justice. Et ce n'est pas la première fois que le gouvernement du président Macky Sall est condamné pour des violations des traités de la CEDEAO. C'est systématiquement. Maintenant, on va nous dire oui, pourquoi vous allez dans une course sachant que vous allez perdre d'avant. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est extrêmement grave. Et je ne sais pas si mon co-débatteur se rend compte en disant ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Comment ça ne sert à rien de porter la voix du peuple au niveau du Conseil constitutionnel et d'espérer avoir une décision favorable? Nous allons continuer, même si demain il y avait d'autres recours, nous allons continuer à aller devant cette Conseil constitutionnel. Mais nous ne faisons pas que ça, vous savez. Nous passons notre temps à faire des propositions. Des propositions, le président Macky Sall, il en a des milliers sur sa table. Il a demandé à Amadou Mokhtar Mbow de faire des révisions, de lui proposer des travaux. Dans ces travaux-là, il lui a proposé la Cour constitutionnelle, qui allait élargir les compétences du Conseil constitutionnel et permettre à ce Conseil constitutionnel de voir des lois ordinaires et des lois organiques. Il l'a mis de côté, ça ne l'intéresse pas. Mais par contre, quand il a s'agit de vouloir officialiser son reniement par rapport à ces 5 ans à 7 ans, il est parti demander au Conseil constitutionnel son avis et cet avis est devenu loi et juridiction. Nous aimons ce pays-là. Quand on va aux élections, on ne sait pas si on perd ou si on ne perd pas, mais on est obligé d'y aller par principe. Les gens ne peuvent pas, juste parce qu'il y a un président qui s'appelle Macky Sall, qui pourtant est le premier à lutter contre le terrorisme.
le premier à demander que le terrorisme islamique soit banni de notre pays, mais il est en train de faire du terrorisme judiciaire, du terrorisme politique, puisqu'il est en train de prôner la pensée unique, il est en train de prôner la candidature unique. C'est le premier terroriste de ce pays-là. On ne peut pas, parce qu'on arrive au pouvoir, on a un pays entre ses mains, à dire tant que j'ai ce pays entre mes mains, je fais ce que bon me change. Je change les lois, je modifie les traités et il ne va rien y arriver. Alors que lui-même, en 2011, les vidéos sont là, était en train de dire si le président Abdoulaye Wade touche à la Constitution, nous allons le trouver au palais, nous allons le déloger par la force. Et en 2018, le même monsieur se permet, ah non, on a la majorité, vous nous avez élus, donc subissez et ne dites rien. Nous allons vers un Sénégal perturbé, nous allons vers un Sénégal en danger, et ce danger, il a été créé uniquement par le président Macky Sall et les gens qui sont avec lui, qui ne maîtrisent pas de quoi ils parlent. Parce que tout simplement, ils pensent que l'histoire, c'est une histoire de tour de rôle. Ils ont un tour à jouer, ils ont le mandat du peuple, donc tout le monde doit aller se taire. L'opposition doit vaquer à ses occupations en attendant qu'ils veulent bien quitter. C'est pas comme ça. Le président Macky Sall s'est opposé, on le lui a permis. Il a fait des meetings, il a fait des déclarations, il a dit non à des lois, on le lui a permis. Et c'est pour ça qu'il est arrivé au pouvoir. Et lui veut tout simplement empêcher cela. On ne va pas refaire le monde sur le parrainage et dire que le parrainage est bénéfique. De quel parrainage parle-t-on? Un pays où les gens sont systématiquement corrompus, un pays où les gens sont menacés. Vous venez dire à une opposition, donnez-moi 65 000 ou 70 000 de vos électeurs 2 mois durant, je les laisse entre les mains de mon ministre de l'Intérieur en qui j'ai confiance et qui fait tout pour ma réélection, qu'il puisse savoir qui a décidé de voter pour vous, dans quel coin j'ai des ennemis, dans quel coin j'ai des adversaires, et qu'on puisse corrompre, menacer et tout simplement violer le secret du vote. Parce que, imaginez-vous 10 candidats multipliés par 70 000 électeurs ou par 100 000 électeurs. Vous allez savoir combien de personnes sont décidées de voter contre vous avant même les élections. C'est inadmissible dans un pays comme le Sénégal où les gens passent leur temps à demander des financements, où les gens sont obligés d'avoir recours au SEMI pour se soigner. On dit tout simplement que vous n'avez pas le droit d'essayer d'opprimer et de terroriser les populations sénégalaises juste pour votre réélection. Parce que tout simplement, ce pays-là, des gens se sont battus avant que vous l'ayez entre vos mains. Vous avez au minimum le devoir de respecter le legs que vous avez reçu. Sinon, nous avons l'obligation de mener le combat jusqu'au bout, de faire tous les recours qui sont à notre portée, parce que c'est notre rôle d'opposant, tout simplement. C'est notre rôle d'opposant. Voilà, Monsieur Moustapha, alors est-ce que là, au niveau de l'opposition, quand même, quelle pertinence jugez-vous porter le combat au niveau des organisations supranationales telles que l'Union africaine, la CEDEAO? Je pense que nous connaissons tous le rôle de ces organisations supranationales. Ce sont des rôles communautaires. Le Sénégal a ratifié un certain nombre de textes et est censé respecter ces lois supranationales. Bon, quand il s'agit de questions internes à notre pays, je pense que nous avons des juridictions assez valables pour gérer ces questions. Mais quand on va au-delà, c'est parce que, bon, à une certaine mesure, on ne croit même plus à soi-même. Oui, mais quand ces juridictions se disent incompétentes aussi. Quand on pense qu'ils disent que ces juridictions sont incompétentes, ça, chacun donne son avis, hein. Chacun a le droit. Je pense qu'elle a étalé son avis, c'est-à-dire la façon dont elle voit le Sénégal en toute démocratie. En toute démocratie. Et cela, moi, me laisse penser que dans notre pays, à la démocratie, les gens s'expriment aisément. Mais on ne peut pas vouloir s'exprimer aisément et empêcher l'autre de s'exprimer. Le président de la ville est dans son rôle, c'est lui qui gère le pays, c'est lui qui est à la tête de l'exécutif. L'Assemblée nationale a une majorité. Et le Conseil constitutionnel et les juridictions de ce pays ont leur liberté, sur la base des textes qui nous régissent tous, de prendre des décisions. Je pense que ça, c'est clair. Moi, on aurait pu me dire qu'on a violé telle loi, ou bien on a... Mais quand on parle de principe, mais il y a les faits. Le principe est abstrait.
on a tous des principes. Chacun pense que c'est comme ça qu'on doit gérer le pays, mais d'autres pensent autrement. C'est ça le jeu. Ceux qui pensent autrement, s'ils sont majoritaires, mais ils vont faire valoir leurs pensées. Mais on ne peut pas, je suis désolé madame, mais on ne peut pas être dans un pays, on est minoritaire et on impose sa façon de penser. Ceux qui perçoivent ces bourses de sécurité familiale, mais allez leur dire que c'est du n'importe quoi. Eux, qu'ils ne pouvaient même pas avoir 100 francs le mois, ou bien 1000 francs. On leur donne 25 000 francs, ils leur disent non, non, ça c'est du n'importe quoi. Allez leur dire ça. Ouais, donc chacun a son avis sur la question. Moi, je pense qu'on est tous Sénégalais. Je pense qu'on doit pouvoir régler nos problèmes à l'interne. Taxer le président de terrorisme, oui, mais... je pense que c'est ça c'est le comble du comble. Donc bon, mais je pense que oui, mais si on ne peut pas régler la question à l'interne, vous voyez quand même... C'est ce même président qui donne des bourses de sécurité familiale. Ce même président qui veut que tous les Sénégalais se soignent. Ce même président ce qu'il a fait dans le monde rural. Madame se permet de traiter ce président, en fait, je ne sais pas de quelle violence elle parle. Terroriste politique et judiciaire. Voilà. Mais tant que cela sert les Sénégalais dans leur bien-être, dans l'amélioration de leurs conditions de vie, moi je pense que j'accepte ce terrorisme, cette forme de terrorisme. C'est là où l'opposition, c'est là où l'opposition devrait être beaucoup plus pertinente, c'est-à-dire sur le programme politique du président. Parce que la finalité, c'est ça. C'est-à-dire l'organisation étatique, la démocratie, etc. Mais c'est la prise en charge des préoccupations et des problèmes du Sénégal. Parce que vous pensez que vous prenez en charge les préoccupations du Sénégal? Ce n'est pas la prise en charge d'une minorité bourgeoise qui est là et qui veut confisquer les ressources de notre pays. Le président de la République est en train actuellement de mener une politique sociale qui permet à tout un Sénégalais de jouir des fruits de notre croissance économique. Et là, on ne peut pas le faire dans un cadre de désordre. Il faudrait que l'État soit organisé davantage. C'est ça le souci. Tout ce qu'ils s'imaginent, ce sont eux qui imaginent cela. Mais le seul souci par rapport à la loi sur le parrainage, par rapport à ces réformes institutionnelles dont il vient de souligner, le seul souci, c'est de mettre le pays dans une situation d'accalmie pour permettre à tout un chacun, à tout Sénégalais qui vivent sur le sol de notre pays, de pouvoir acquérir un bien-être social. Voilà, merci. Nous allons avancer donc pour évoquer cet appel au dialogue lancé par le chef de l'État la semaine passée. Un dialogue qui devait tourner autour donc la gestion des ressources pétrolières et gazières. Madame Bousso, quand même cette fois-ci, on ose espérer que l'opposition sera à la table des négociations pour discuter des ressources. La table des négociations ou la table de convocation? Et je crois que le terme lui plaît bien parce qu'il le sait que c'est de la terreur politique et judiciaire que tous les opposants du président Macky Sall sont en train de vivre. Dès qu'on ose lever la main pour dire on est candidat à son fauteuil, on devient un homme à abattre. À l'heure où je vous parle, M. Karim Wade est exilé, Khalifa Sall en prison, Barthélémy en prison. On peut refaire le jeu. Ça fait, je crois, que 5 ans qu'on vient autour de cette table pour défendre des prisonniers politiques. Donc on sait très bien que sur le plan politique, le président Macky Sall ne supporte pas l'opposition. Il a décidé de la réduire à sa plus simple expression. Pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui veut renforcer la démocratie, ne devrait pas espérer que l'opposition soit réduite. C'est à toute objectivité qu'on le dit. Et cette terreur ne peut pas prospérer. On ne peut pas continuer à jouer au yo-yo avec les gens, à leur faire peur, à les menacer. Il voit bien que ça ne marche pas. C'est bien parce qu'il voit que ça ne marche pas, qu'il multiplie les on va dire maladroites, parce que venir demander aujourd'hui, en avril 2018, à l'opposition de venir dialoguer pour le pétrole, quand le président Macky Sall lui-même a signé des traités avec la Turquie, et l'opposition n'est pas informée. Le peuple même ne sait pas ce qui a été signé. Avant-hier, c'était en Mauritanie qu'il a signé des accords sur notre pétrole et notre gaz. Le président Idrissa Seck lui a demandé ce qu'il a signé. Jusqu'à présent, à part des insultes que la PR lui donne, on n'a pas de réponse.
Le président Macky Sall fait des accords sur notre pétrole. Il prend la liberté, quand ça l'arrange, de dire que c'est lui qui est élu, c'est lui qui est le chef, donc c'est lui qui décide, il n'a pas besoin de demander. Il nous a donné l'opportunité de venir dialoguer, il va vous expliquer. Dialoguer sur quoi? En 2016, au sein de Manko Wattu Sénégal, nous avions déjà fait un mémorandum sur les affaires du pétrole que nous avons remis au président de la République. Et nous lui avons demandé d'appeler un dialogue national sur le pétrole. Je crois que même après cela, M. Franck Timis a même porté plainte contre certains leaders de l'opposition. Ça avait fait un tollé. Nous sommes les premiers depuis 2 ans à lui avoir demandé de discuter de l'affaire du pétrole et du gaz parce que c'est des choses sérieuses qui appartiennent à tout le peuple sénégalais. Depuis le temps qu'on est pauvre, depuis le temps que nos jeunes prennent les pirogues, depuis le temps que les gens immigrent, que les gens perdent confiance, alors qu'on a ce pétrole et ce gaz qui arrivent, il faut qu'on s'organise pour que cela puisse profiter aux populations sénégalaises. On lui a fait un mémorandum avec tout ce qu'on peut avoir comme argument sur le pétrole, étudié par des experts. Il n'a pas répondu. Alors, comme par hasard et par magie, quand on parle de parrainage, il veut nous divertir et nous parler de pétrole. Il ne peut pas mettre quelque chose sur la table. Aujourd'hui, le plus urgent, c'est les élections qui arrivent. Le plus urgent, c'est le code électoral. Le plus urgent, c'est le processus électoral. C'est la carte électorale. C'est que les citoyens sénégalais aient leur pièce d'identité, puissent voter. Au lieu de parler de toutes ces choses-là qui vont nous amener vers des élections apaisées, il nous dit venez parler du pétrole. Nous sommes convaincus qu'il y a encore une bourde qui a été faite et qu'il a besoin d'une table pour masquer et maquiller tout ça. On entend beaucoup de bruit, on attend parce qu'on est déjà responsable, on ne se permet pas de verser dans la rumeur. Mais il se susurre dans les réseaux sociaux et partout qu'il serait question de réviser les 10% qui appartiennent à l'État du Sénégal doivent être coupés en 2 et 5% remis à Franck Timis pour éviter un déballage et des éventuels problèmes. Nous attendons parce que déjà nous ne pouvons pas accepter que 90% de notre pétrole qui doit être mis en service d'ici 2022 soit donné à d'autres puissances, qu'il nous reste que 10% à maintenant. On veut tout simplement, peut-être bien, je dis bien peut-être bien, nous mettre autour d'une table pour valider des décisions déjà prises. Nous ne sommes pas les faire-valoir de ce gouvernement. L'opposition n'est pas là. Quand l'opposition revendique, l'opposition en fait trop, l'opposition devrait aller parler de programmes. Les programmes, ça viendra au moment des candidatures, très cher. Chaque candidat a son programme de société et les programmes ne sont pas destinés à l'APR ni au président Macky Sall. Les programmes sont destinés au peuple sénégalais. Les candidats vont aller vers le peuple, présenter leur programme et dire voilà ce que nous vous proposons, voilà ce que nous faisons. Et c'est à ce moment-là que le peuple choisira. Pour l'instant, il ne s'agit pas de programme. Et nous ne sommes pas là non plus pour vous donner des conseils de gestion, pour vous dire ce qui marche, ce qui ne marche pas dans vos affaires. Vous êtes aux affaires, vous continuez à faire ce que vous faites. Par contre, ce pourquoi nous sommes là, c'est de défendre les intérêts du peuple sénégalais. Nous n'allons pas accepter de participer à une mascarade qui vise tout simplement à certainement valider des décisions déjà prises. Parce que on a vu ce qui s'est passé aux concertations du 28 mai 2016, quand le président Macky Sall a dit oui, le 28 mai, c'est devenu la journée internationale ou nationale du dialogue national où on va discuter. Le 28 mai, vous avez vu quelque chose se passer dans ce pays? Rien du tout. La dernière fois qu'il a parlé de concertation nationale sur le processus électoral, c'est pas fini en queue de poisson. Ils ont mis leurs décisions. Même les points de désaccord, ils les ont mis à la poubelle. Le président a décidé de mettre ce qui lui plaît sur la table. Donc, comme lui, il gouverne comme ça, avec cette dictature et tout simplement ce terrorisme intellectuel, on ne peut pas accepter non plus d'être tout simplement les pions de ce jeu-là. Voilà. M. Moustapha, apparemment, cet appel du chef de l'État au dialogue, à la concertation autour des ressources gazières et pétrolières, risque de tomber tout simplement dans l'eau du sourd parce que l'opposition semble être radicalisée et dit tout simplement qu'il ne peut pas servir de faire valoir puisque beaucoup de trucs, beaucoup de choses ont été signées dans cette affaire-là et que maintenant, ce n'est pas eux qui vont venir maintenant être en tout cas des faire valoir du pouvoir. Je pense que l'opposition excelle dans le boycott. Ils ont tout boycotté. Depuis les dialogues nationaux, en passant par les concertations préélectorales sur le code électoral. Et ils annoncent un boycott par rapport à... Je pense que le président de la République est en train de dire à l'opposition, contrairement à ce que vous pensez, moi je suis ouvert. Les Sénégalais m'ont élu, mais l'opposition compte. L'opposition
d'après notre dernière constitution, a un statut. Donc, les décisions les plus importantes. Parce que, aussi, il faut se rappeler que dans la constitution qu'on a votée récemment, les ressources naturelles de notre pays appartiennent à tous les Sénégalais. C'est-à-dire, chaque Sénégalais a un droit sur ses ressources. Donc, quand le président appelle, il est dans cette logique de respect de cette constitution qu'il a fait voter, c'est-à-dire qu'il dit que toutes les ressources naturelles, tous les Sénégalais ont droit sur les ressources naturelles. Le président, quand il s'est agi de la question, avait demandé de publier tous les contrats que le Sénégal avait signés avec les entreprises pétrolières. Je pense qu'on s'en souvient. Donc, qu'est-ce que l'État peut cacher? C'est-à-dire, on est dans un monde globalisé, l'État ne peut rien cacher. Les contrats, c'est ces deux parties contractantes. La réalité du pétrole dans le monde, nous le savons. Nous savons que les entreprises qui viennent prospecter et exploiter du pétrole investissent énormément d'argent dans le pays. Quand on essaie de dire aux Sénégalais, voilà, nous on n'a que 10%, les autres n'ont que non, on les 90%, mais ils ne vont pas dans le fond des choses. Les majors qui exploitent le pétrole, ou bien le gaz, c'est-à-dire ces grandes entreprises, ces multinationales, investissent énormément d'argent pour ne serait-ce prospecter ou bien exploiter le pétrole. Ça coûte excessivement cher. C'est des investissements qui vont être amortis dans 25 ans, même 50 ans. Donc l'entreprise qui vient investir, presque 15-20 ans n'a rien. Et je pense que quand le président appelle, c'est aussi pour demander aux Sénégalais les conditions d'exploitation. C'est-à-dire il y a des cahiers de charges qui sont imputés à l'entreprise qui gagne le marché. Oui, mais l'opposition n'a-t-elle pas raison puisqu'elle dit qu'elle a interpellé à plusieurs reprises les autorités, le Premier ministre, le chef d'État sur les questions et des appels qui sont restés sans réponse. Elle l'a dit tout à l'heure, un État responsable s'entoure d'experts et de compétences nécessaires pour gérer le pays. Un pays, on ne le gère pas comme ça, en attendant que l'opposition nous donne des solutions. On a des solutions. On est venu avec un programme, on a une vision, on est en train de mettre ça en œuvre. On peut prendre en compte ce que l'opposition apporte comme complément, comme supplément. Mais dans un esprit disons, dans un esprit de patriotisme, de partage des questions du pays. Mais pas dans un esprit, vous, ce que vous faites, c'est pas bon, nous, c'est ce que nous, on pense, c'est ça qui est bon. Là, il faut qu'ils attendent d'être au pouvoir pour imposer leurs idées. Vous voyez un peu. Donc, on ne vient pas dans une réunion pour dire que moi, mes idées sont les plus pertinentes, ce que je pense est plus pertinent. Vous qui gérez, vous qui êtes au pouvoir, ce que vous faites, c'est zéro. Ça, aucun État responsable n'acceptera ça. Donc, c'est dire que le président, encore une fois de plus, est en train de donner une leçon de démocratie à notre chère opposition. Ils n'ont qu'à venir autour de la table de dialogue, d'échange, et dire en face au président ce qu'il pense. C'est tout. Et l'interpeller directement, et lui dire que mais comment vous avez... Idrissa Seck n'a qu'à venir au dialogue pour demander au président de voilà comment il a quels sont les contrats il a signés, comment il les a signés. Quand tu interpelles quelqu'un au niveau de la presse, il te dit ben viens, on va discuter. Voilà, mais je pense voilà, que... on me signale que le temps qui nous était imparti est terminé. Merci donc à mes chers invités. Merci à Moustapha Mamadou Moustapha Sokhna, je rappelle qu'il est membre de la CCR de Kaolack. Merci à Madame Maïmouna Bousso, il est responsable donc du mouvement Khalas, membre du Front de l'opposition. Merci à l'équipe technique Cheikh Tidiane Ndiaye, Modou Fall. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Web TV.